Bonsoir chers web spectateurs, bonjour, c'est selon l'heure à laquelle vous nous regardez, comme vous le savez, votre podcast préféré de Mars à Vénus, 4e épisode. On revient vers vous aujourd'hui avec un thème, un sujet un peu plus moins fun que les sujets qu'on a déjà traités ici. Il s'agit des violences faites aux femmes, des violences conjugales. Selon les chiffres du ministère des Affaires sociales publiés il y a quelques mois, si je me rappelle bien, c'était en novembre 2024, les femmes subissent 3 types de violences. Donc 90% de violences sexuelles, 83% de violences économiques, 64% de violences physiques. Je sais que vous prenez ces chiffres comme moi avec beaucoup de désolation, et oui, ces chiffres révèlent que la situation est alarmante. Là, je parle spécifiquement du Gabon, même si je sais qu'ailleurs, c'est un phénomène qui est répandu. Et selon le ministère des Affaires sociales également, 89,9% de femmes ont subi au moins des violences physiques, conjugales dans leur vie. Pour en parler, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une femme remarquable, une femme qui milite pour le bien-être des femmes, pour la protection des femmes. C'est Ida Flore Marondo. Elle est présidente de l'ONG Aurore. Elle est par ailleurs aussi présidente de la Confédération des organisations de la société civile de l'Obré maritime. Voilà, merci. Et c'est quelqu'un, on va dire, c'est une personne ressource dans le domaine. Et je pense qu'avec elle, on va pouvoir discuter de ce sujet-là des stats et tout à fait. espérer avoir quelques explications, avoir des avancées faites aussi. Et je pense que c'est ça les stats. Tout à fait, cher Martien, chère Vénusienne, c'est une émission particulière, comme Diego le disait. Nous cherchons à explorer vraiment le maximum de facettes qui composent la vie d'un couple, et malheureusement il y a des facettes beaucoup plus sombres que d'autres, et nous allons donc en explorer une ce soir, et la violence au sein du couple, la violence conjugale, en particulier bien sûr celle faite aux femmes, parce qu'on sait que ça peut exister aussi pour les hommes, mais ça reste plutôt minoritaire. Nous avons donc vraiment peut-être la personne la plus indiquée pour la chose actuellement. C'est Ida Flore Marondo. Bonsoir Ida. Bonsoir Lestat. Vraiment, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de la recevoir, parce que c'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect, qui mène un combat des plus nobles avec son association. Il nous a été donné de travailler une fois par le passé, et depuis je suis ses activités. Elle a publié un livre qui est ici, d'ailleurs, des victimisations. Voilà. C'est le second, ça c'est le second. Le second. Voilà, on peut voir des victimisations. Voilà. Tu rappelles qu'on peut le trouver où? À la librairie Le Paraclet, au Charbonnat, juste après la station Ola, avant l'école conventionnée des Charbonnats. Il traite de quoi? Ce livre-là traite justement de la dévictimisation. Il accompagne les personnes qui ont été victimes de violences de pouvoir se remettre de cet état, de ce traumatisme, et pouvoir reprendre goût à la vie, pouvoir reprendre le contrôle sur leur vie en fait. Il a combien? Il a 10 000. Ok. Donc, juste 10 000. Voilà. Donc, chers web spectateurs, juste 10 000, comme le rappelait, vous savez, votre désormais préféré, Amouroune Nikili, pour le livre d'Ida Flore Marondo. Voilà, un livre dans lequel elle donne justement des rudiments pour pouvoir se reconstruire après être passé par cette situation-là. Et donc, pour parler de ce sujet, comme d'habitude, vous savez que nous avons toujours on va dire quelques points qui nous servent de boussole pendant toute l'émission, et ce sont ces points-là que nous allons entamer par le premier. Vous savez, dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, il y a toujours ce qu'on appelle la première fois.
Il y a premiers toujours signes. voilà, la première fois, les premiers Les signes. premiers Les signes. prémices. Les prémices, voilà. Toi, tu as montré que tu as fait l'école. Ah, bah, c'est comme Je ça ne que comprends pas de première fois, toi, tu parles des prémices. Non, le français n'est pas joli. Non, on avance au fur et à mesure. Ok, d'accord. Donc, les prémices, comme disait Les signes avant-coureurs. Emeraude, les signes avant-coureurs. Ok. Les signes qui courent. Il y a quelqu'un qui a dit que les signes avant-coureurs, c'est les signes qui courent. Voilà. Donc, les signes qui courent, là, je m'adresse directement à toi parce que je crois que tu as reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de plaintes aussi. Ouais. Et est-ce que toi, dans tous les témoignages et dans toutes les plaintes, qu'est-ce qui revient le plus comme signe principal? À quel moment on peut déjà parler de violence? C'est-à-dire quand une femme, je vais juste compléter ce que Diego disait, et ça aussi s'adressait à Emeraude pour le coup. Quand vous rencontrez un homme ou vous commencez à sortir ou à entrer en relation avec un homme, est-ce qu'il y a des premiers signes qui montrent que lui là, il aime bastonner les hommes. il y a quand même des choses qui interpellent dès le départ. Avant, bien sûr, qu'il ne passe à l'acte, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille? On va d'abord, je vais revenir sur vous, mais on va d'abord définir c'est quoi la violence conjugale. Ok, donc la violence conjugale est également appelée violence domestique ou violence intrafamiliale. Se définit comme un ensemble de comportements abusifs et contrôlants exercés par un partenaire intime, conjoint, ex-compagnon, dans le but d'établir et de maintenir un rapport de pouvoir et de contrôle sur l'autre. Donc, lorsqu'on parle de violence conjugale, c'est lorsqu'il y a un dominant et un dominé. Quelqu'un qui veut obligatoirement maintenir l'autre sous son emprise. Les signes avant-coureurs, il y en a, mais c'est très subtil. Les premiers signes, il y en a, mais c'est très subtil. On va citer quelques-uns. OK? La colère excessive et imprévisible. Votre partenaire se met en colère facilement, même pour des choses insignifiantes. Comportement possessif et jaloux. Votre partenaire veut savoir où vous êtes et avec qui vous êtes à tout moment. Ça veut dire que toutes les 5 secondes ou toutes les 10 minutes, tu es avec qui? Tu rentres à quelle heure? Tu fais quoi? Il y a également le contrôle de vos fréquentations. Il essaie de vous éloigner de votre famille et de vos amis. Les menaces verbales. Il ou elle vous menace de vous faire du mal à vous ou à vos proches, des fois même aux enfants. Soit c'est quelqu'un qui a des antécédents de violence, il a déjà été violent par le passé, que ce soit envers vous ou envers d'autres personnes. Et les signes avant-coureurs de violence psychologique. Là, on va passer par typologie de violence, si vous le voulez bien. Insultes et humiliations. Il vous rabaisse, vous critique et vous humilie en public ou en privé. Dénigrement constamment. Il vous fait sentir inutile, incompétente et indésirable. Isolement social. Il vous empêche de voir vos amis, vos familles, vos proches. Contrôle excessif. Il surveille vos appels, vos messages, vos réseaux sociaux, vos dépenses, etc. Jalousie maladive. Il est jaloux de vos relations, même les plus platoniques. Excusez-moi, ça m'abuse un peu. Est-ce que tu ne penses encore à tes Est-ce que tu te retrouves? On se retrouve un peu. Voilà, ok. Invalidation de vos émotions. Il minimise vos sentiments, vous fait croire que vous en faites trop. Vous êtes folle ou vous exagérez. Gaslighting. Responsabilisation de la victime. Il vous rend ou vous fait sentir responsable de ses comportements violents. Il vous dit en fait que c'est à cause de toi. Si je réagis comme ça, c'est de ta faute. Ça, c'était pour la violence psychologique. Maintenant, on passe aux violences, sur les violences économiques. On écoute religieusement. Contrôle de l'argent. Il décide de toutes les dépenses, même les plus petites. Même quand il faut prendre la boîte d'allumettes, même quand il faut acheter le litre d'huile. Interdiction de travailler. Il vous empêche de chercher ou de garder un emploi. Il y en a qui disent que tu n'as pas besoin de travailler, je garde suffisamment d'argent, mais il ne vous donne pas de l'argent. Il vous dit juste que tu n'as pas besoin de travailler. Les courses, des fois, c'est lui qui les fait. Il ne vous donne rien, mais il ne veut pas que vous soyez autonome financièrement.
pour vous garder sous son emprise. C'est comme un Mac. Exact. Comme un Mac. Sabotage professionnel. Si jamais vous travaillez, il vous fait perdre votre emploi ou vous empêche d'avancer dans votre carrière. Il a la guérite tous les jours. Exactement. C'est lui qui dit toujours, mais tu es où? Je t'attends. Donc, des fois même tu as réunion, tu es stressé, tu dois écourter la réunion. En fait, c'est comme si tu vivais même un harcèlement étant au travail, mais subi depuis la maison. Vol ou destruction des biens. Il s'approprie votre argent ou vos biens ou les détruit. Nous avons vu des femmes qui sont venues au sein de l'ONG. Elles étaient victimes de violences économiques. Genre, elles travaillent, la dame travaille, mais le salaire, elle remet tout au mari. Ouais, ça. C'est lui qui gère. Même la popote, elle ne peut pas, il ne donne même pas l'argent pour faire la popote. La femme doit aller. Non, l'argent, c'est pour lui, c'est sa poche. Si elle veut manger avec les enfants, il faut qu'elle aille mendier, demander de l'aide pour pouvoir manger. Il y en a, hein. Il y en a. Ça Il existe. s'approprie, même des fruits. Et c'est lui qui gère, hein. Lui ne travaille pas, c'est la femme qui travaille pour lui. Et il ne subvient même pas aux besoins de ses enfants, de la famille, rien du tout, même des enfants. Vraiment, ça existe. Hein. Ok. On va passer aux violences sexuelles. Les signes avant-coureurs. Pression pour avoir des rapports sexuels. Il insiste pour avoir des rapports sexuels, même si vous n'en avez pas envie. Il vous critique sur votre apparence physique. Vous dénigre physiquement pour vous dévaloriser. Alors qu'il veut. Il est même attaché. Vraiment, alors qu'il est intéressé. Exactement. Il a un comportement sexuel dégradant. Il vous force à des pratiques sexuelles qui vous mettent mal à l'aise. Tourne-toi là-bas. Donc, en somme, on va dire colère excessive et imprévisible, comportement possessif et jaloux, contrôle des fréquentations et des activités, insultes, humiliation et dénigrement, menaces verbales ou physiques, isolement social et familial, contrôle des finances. Et en fait, c'est très subtil. D'accord. Parce que c'est souvent au début de la relation et ça s'installe de manière subtile. Ouais. Et souvent, ce qu'il fait après, moi, je trouve que les gens, ils commencent souvent par la violence psychologique. Avant, Ça veut dire qu'il va mettre en place une situation embarrassante. Des fois, vous n'êtes pas la fautive. Mais il va vous faire croire que vous êtes la fautive, il va vous rendre responsable. Il rentre dans la manipulation. Exactement, il rentre dans la manipulation dès le début de la relation. Et ça fait que vous allez tirer, même durant des années, à chaque fois, vous avez toujours l'impression que vous devez justifier ou prouver que vous êtes différente soit des autres ou soit du malaise qui s'est installé dès le début de la relation. C'est voulu, c'est fait exprès. Si vous avez un tel partenaire, vraiment, demandez de l'aide. Un sentiment de... Je pense que là, on a fait vraiment un tour d'horizon des différents types de violences. Et moi, j'ai beaucoup de choses à dire là. Des différents cas de figure. Ok. Et pour le coup, donc, je vais, une fois qu'on a planté le décor, réitérer ma question parce que nous sommes des hommes. Ok. Donc, il y a des choses, on a vraiment besoin de votre point de vue là-dessus. À savoir, lorsque vous rencontrez un garçon, vous commencez un homme, vous commencez à sortir avec lui ou vous mettre en relation avec lui. Quels sont les premiers signes qui vous mettent un peu la puce à l'oreille que, est-ce que je dois faire attention ou... Moi, je dis souvent qu'il y a souvent des signes, mais on décide souvent de passer outre. Parce que des fois, la personne te fait croire que, en fait, elle est cette personne-là que tu attendais depuis. Toutes tes relations n'ont pas fonctionné avant parce que c'était elle, la personne providence ou voilà, providentielle, l'élu. Elle est dans la phase lune de miel. Exactement. Et donc, c'est très subtil. Il y a souvent des trucs où on se dit non. À cause de ce qu'il a fait depuis qu'on est ensemble, à cause de ce qu'il a dit, non, c'est sûr que c'est juste un malentendu. Comme il s'est excusé, en fait, c'est même nous qui trouvons des excuses. C'est même la personne qui trouve des excuses au comportement violent ou à l'attitude que la personne a eu envers elle. Et souvent, malheureusement, dès qu'on fait ça, on ouvre la porte ou le couloir, voilà. À d'autres choses. À d'autres choses de plus pervers. Et avec le temps, ça va s'accentuer, ça va augmenter et prendre d'autres formes. Il n'y a pas des cas où, par exemple, on commence par frapper un mur. Ça, c'est un signe. Si quelqu'un se met à frapper un mur, c'est quelqu'un de violent. Il y en a des fois qui vont dire que moi, j'étais violent, mais c'était avec mon ex. Parce qu'elle aimait les hommes violents. Elle disait que non, un vrai homme doit être violent. Lui, c'est un homme violent. Parce que quand tu n'es pas violent, peu importe ce qu'on va te dire,
tu vas pas changer le comportement. Un peu Tu vas... comme moi. Voilà, moi, je sais pas, je peux pas me prononcer. C'est moi qui t'ai dit tu doutes. Il est tout. Est-ce qu'il y a une période en général type avant que, et là on va passer au deuxième point justement, que la première fois n'arrive, c'est-à-dire que la première fois que le gars pose ses mains sur vous? Déjà, à mon niveau, et du peu que j'ai écouté de mon entourage et de mes connaissances, c'est pas évident comme elle l'a dit tantôt. C'est pas évident. Ça passe souvent de façon subtile. Commence par une forme de manipulation, parfois des reproches. Et après, il va s'excuser, voilà, en fait. Des reproches qui deviennent permanents et des reproches qui te mettent dans une position où tu te sens fautive en permanence. Exactement. Si bien que lorsqu'il agit, tu te dis, en fait, c'était de ma faute, il m'avait averti, et ainsi de suite. Entre-temps, lui, il installe sa cage. Exactement. Voilà. Donc, souvent, quand un coup pleut, il y a des coups qui pleuvent, autant pour moi, on se dit, bon, c'était le fait de la colère, le mouvement et autres, mais on ne remarque pas que c'était déjà prémédité. Donc, c'est pas évident. Et souvent, même quand ça arrive, on ne se dit pas directement qu'on a débuté un cycle de violence. On se dit c'est un accident. C'est un accident. Oui, en fait, parce que le gars va vraiment s'excuser, dire que je m'excuse. En fait, après, tu vas le voir tellement navré, il va avoir l'apparence de celui qui s'en veut réellement. Et tu vas des cadeaux, tu vas te dire que non, c'était vraiment un acte isolé, il n'est pas violent. Alors que ça, il entre déjà dans la manipulation. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'acte isolé de ce type? Est-ce qu'il n'y a pas justement des gens qui, peut-être par excès de colère, ou simplement par... C'est-à-dire, il gifle une fois et plus jamais. Ouais, est-ce que ça n'arrive pas? Mais justement, voilà pourquoi on n'arrive pas à faire le discernement du premier coup. Parce que, par exemple, avec un enfant, ça peut arriver que l'enfant fasse un truc qui t'énerve et automatiquement tu donnes un coup. Ça ne veut pas dire que c'est une permanente dans ton comportement. Mais avec ton partenaire, déjà, c'est quelque chose qui ne devrait pas être. Exactement. Entre adultes raisonnables et raisonnés, vous ne pouvez pas communiquer avec la violence. Voilà. Oui. Exactement. Moi, j'épouse ton argument. Moi, je dis toujours, je répète toujours que la communication, c'est la base de tout. Exactement. Même quand on n'est pas d'accord. Même quand on n'est pas d'accord, il faut qu'on arrive à trouver le moyen de s'asseoir et de comprendre ce qu'il y a comme malentendu. Et j'ai une façon de faire, je dis toujours, j'aime au Dieu operandi, je dis toujours que si on a un problème, par exemple, Dato et moi on a un problème, on prend notre rapport, notre relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, on la met dans un coffre, on ferme la clé, on règle le problème. Et ensuite, quand c'est réglé, on prend la relation, on la remet en place. De façon à ce qu'elle ne soit pas impactée par le malentendu qu'on a eu. Mais ça, c'est difficile aussi. Pourquoi? Parce que même quand je ne faut pas vous m'amener mon nom comme lui justifie la violence. Je ne justifie rien. Je dis simplement qu'il y a des situations qui sont difficiles quand les deux protagonistes ont des caractères compliqués. Et ça, on doit pouvoir le comprendre. Rien ne justifie la violence, mais il ne faut pas occulter ce qui entraîne à la violence. Moi, c'est ce que je dis. Et je reviens sur les raisons, les signes que donnait Ida tout à l'heure, quand elle a parlé de il contrôle tes sorties, il contrôle tes fréquentations, etc. Moi, je dis que ça peut avoir un double sens. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas violents, mais qui contrôlent les fréquentations de leur conjoint ou conjointe, mais qui contrôlent les sorties de leur conjoint par mesure de sécurité ou par jalousie. La jalousie, c'est pas de la violence en soi. Bon, donc je vais d'abord préciser, la violence n'est pas que physique. La violence peut être verbale et psychologique. Oui, donc il peut ne pas être violent physiquement, mais il peut être violent psychologiquement. Il peut être violent verbalement. Oui, et dire à ton conjoint ou à ton compagnon ou ta conjointe, dire que bon, moi je sors, je vais à X endroit. Ok, il n'y a pas de souci. Mais que la personne t'appelle toutes les 5 minutes, 10 minutes pour dire que tu es encore avec qui? Ou tu rentres dans combien de temps? Mais c'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. J'ai bien dit à tout moment. Ça veut dire que tu l'as déjà dit que tu allais avec XY
Après, il fait, ah oui, moi, je suis avec Jacques, là, on est en train de voir. Finalement, vous terminez dans combien de temps? Et ah, ok, ça se passe bien. Il fait genre comme si ça se passe bien. Ok, qui d'autre vous a rejoint? En fait, il veut toujours savoir en permanence qui est à côté de toi. Tu rentres dans combien de temps? Pourtant, tu as dit, bon, je vais peut-être pour 1 heure ou 2 avec des ça amis. rentre dans la violence psychologique. Exactement, exactement. Donc, c'est de ça dont il est question. Ouais, exactement. Moi, je pense, et d'ailleurs, quand on parle du sentiment justement de culpabilité, je crois que c'est ça. L'idée derrière un conjoint ou j'ai un ami qui disait conjoint. T'as toujours de ces choses que tu as donné. L'idée derrière un conjoint ou une conjointe qui justement contrôle tout le temps comme ça son partenaire ou sa partenaire, c'est qu'il veut que la personne se culpabilise. Que, si ma personne est en mauvaise posture là-bas, si elle ne se sent pas bien, c'est parce que je suis dehors. Du coup, pour ne pas mettre ma personne dans cette mauvaise condition, il faut que je rentre. Et même à la fin, c'est quoi? Il faut même plus que je sorte. Et tu vois que là, la violence psychologique justement s'est installée et la personne se sent coupable de ce que, à chaque fois qu'elle est dehors, son conjoint ou sa conjointe justement est en état de détresse déplorable. Tout à fait. Après, c'est un sentiment de culpabilité. Moi, je pense plutôt à... Il y a la culpabilité de l'homme, la culpabilité de la femme. La culpabilité de la femme. Oh non, elles ne sont jamais coupables. Non, ne dis pas ça ici. Non, sentiment de non, ne dis pas. Dans le contexte, précisément, oui, parce que... Elles qui ont toujours raison. Comme tu disais tout à l'heure, quand ça arrive, on se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal. On a un sentiment de culpabilité, j'imagine, pour les femmes. Et pour le bourreau, entre guillemets, donc l'homme en l'occurrence, il y a également des fois, je pense que certains peuvent avoir réellement un sentiment de culpabilité. Mais ce qui ne va pas les empêcher de recommencer. C'est-à-dire que, bon, quand il va maintenant te couvrir de cadeaux, te dire que chérie, je suis désolé, etc., il y a forcément une forme de sentiment de culpabilité, mais qui n'est pas assez fort. Non, là on rentre dans le cycle de la violence. Et là j'aimerais lire quelque chose pour ceux qui nous regardent, pour préciser. C'est toi l'écrivaine. La première fois s'inscrit souvent dans un cycle tension, crise, violence, justification, excuse et lune de miel. Là, on est déjà dans un cycle de violence. En fait, vous venez de traverser votre première crise. De violence. En fait, il y a d'abord une tension et ensuite il y a la crise qui vient. Il y a la crise se suit d'un comportement violent et ensuite il y a la justification. C'est pas de ma faute, c'est parce que je m'excuse, vraiment je peux recommencer. Et lune de miel, ça veut dire qu'il vous apporte les cadeaux et tout ça. Quand il fait ça, vous venez de traverser votre première crise, vous êtes déjà dans le cycle de violence et ça c'est la première crise du cycle. Et c'est vraiment très subtil. Souvent on se dit non, quand il découvre de cadeaux, non vraiment il regrette. Non, c'est de la manipulation psychologique. Là il a déjà installé, vous avez déjà accepté. Ça c'est pour les violents. Ça c'est pour les violents. Qui font ça, ils sont pas violents. Non mais non, on parle de crise de violence, on parle du cycle de violence. Donc ceux qui sont pas violents, il n'y a pas de souci. Et maintenant pour ce qui est de la culpabilité, la femme. Oui, la femme se dit que, en fait, pour la femme, elle va se dire que c'est sûr que j'ai dû faire quelque chose. Parce que le gars que j'ai rencontré, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas se comporter comme ça, vraiment. Le gars qui m'a dragué. Le gars qui m'a abordé, qui était vraiment très attentionné, présent. Voilà, donc c'est sûr que j'ai dû faire quelque chose, en tout cas. Moi aussi, quand même, hein, vraiment, comme mes esprits montent. Il y en a qui disent ça, que comme mes esprits montent. En fait, elle est en train de justifier le comportement violent de l'autre alors que elle n'est nullement responsable de cela. Et c'est pour dire aux femmes que lorsque vous voyez ça, vous êtes déjà en train de rentrer dans un cycle de violence. Vous devez déjà tirer les sonnettes d'alarme et demander de l'aide. On doit déjà appeler l'ONG Europe. Oui, vous devez appeler l'ONG Europe. D'ailleurs, à quel numéro? Si jamais il y a des femmes qui sont victimes de violences, elles peuvent joindre l'ONG Aurore sur quel numéro? 077 37 09 37. Voilà. 077 37 09 37. Voilà, je rappelle que le numéro sera également affiché juste en bas de votre écran. Donc, si vous êtes victime de violence, si vous êtes également témoin de victimes de violence,
vous pouvez pouvez appeler également et appeler. dénoncer anonymement parce que c'est aussi un des Exactement. problèmes Pour aussi. éviter les problèmes. Voilà, c'est aussi un des, C'est le silence. voilà, c'est aussi un des problèmes, c'est parce que les Gabonais, comme ils sont là, ils n'aiment pas trahir. Trahissez. Si vous avez quelqu'un qui est victime de violence, il faut trahir et vous pouvez appeler l'ONG Ça peut sauver une Aurore, vie, hein. voilà, sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Donc, Il y a aussi le 1404 qui est un numéro vert et qui Voilà. est totalement gratuit. 14,04. Vous pouvez également appeler ce donc, numéro. on avance. Alors, là, on a vu le point sur le sentiment de culpabilité qui peut naître chez la victime. Mhm. En se demandant, notamment les premières fois, parce que je pense qu'après, Oui. elle comprend dans quoi elle est. Non, après ça reste, ça ne part pas. La notion de culpabilité, même pendant 10 ans, à chaque fois qu'elle traverse une crise, il y aura toujours ce sentiment-là. La lune de miel. Oui, Même en si elle a fait, conscience en fait de quelle est c'est la même version de chose, l'homme c'est la maintenant. même chose. Elle va se Elle dire est que déjà peut-être regardée. que là, ce truc que j'ai fait là, peut-être que là, quand même, j'aurais pas dû. En fait, elle va pas se dire que non, là, c'est fini. Non. Mais si À elle chaque n'aurait- fois, si c'est elle le même n'aurait pas dû phénomène. aussi. Maintenant, si elle n'aurait pas aussi dû. Elle n'aurait pas dû quoi. Mais elle n'est pas responsable, elle n'a rien fait, la dame, la pauvre. C'est vrai, sans jamais Moi, responsable. j'aimerais, parce que là, c'est vrai que ceux qui subissent le plus, ce sont les femmes, celles qui subissent autant pour moi. Mais il y a aussi ce même cycle, parce que c'est le même cycle, c'est la même façon que chez les hommes. Merci. Et ça doit même faire l'objet d'une. Voilà. d'une C'est émission le spéciale. cycle de violence. Ce sont les mêmes pratiques. Ouais. Parce que les hommes Même aussi, les en hommes fait, qui sont victimes de Il violence, faudrait vraiment ce le sont les mentionner mêmes, parce ce sont qu'il y a les mêmes plusieurs pratiques. hommes qui le vivent, mais du fait de la société qui a tendance à normaliser certains et à, comment dire ça, à faire formater l'homme dans une forme de conscience où il devrait être celui qui soutient, celui qui qui est supporte, l'être celui qui fort. ne doit pas voilà. pleurer. Donc il y a plusieurs hommes qui subissent Alors ce qu'il y a genre de beaucoup de violence. frangins Dans le aussi. silence, hein, Non, mais ça oui. fera l'objet d'une émission spéciale. Ok. On appellera. Bon, là, nous sommes en train C'est de pas la parler des victime qui viendra violences témoigner. sur les femmes dans le couple. Ok, et Voilà, plus tard, justement, comme le dit Laïssa, on pourrait faire une émission, peut-être Tout à fait. inviter, s'il y en a Mais qui va des hommes qui témoigner? peuvent Mais le témoigner. c'est là Je vais le trouver. problème. Moi, je vais trouver un homme Quel qui va est le venir- frangin qui va Je accepter vais de trouver un frangin qui s'opposer? va venir ici pour dire que non, sa femme le taloche. Je vais forcément trouver. Non, Ok, mais tant mais mieux. plus Et c'est sérieusement. important aussi que les hommes qui sont victimes de violences puissent le dénoncer. Oui. Parce que le danger, c'est que non seulement ils sont un danger pour eux-mêmes, mais également pour les enfants qui sont à côté. Oui. Ils sont un mauvais exemple. Moi, je dis souvent, que ce soit l'homme ou la femme, hein, la personne qui reste dans un foyer violent, dans un foyer toxique, donne un mauvais exemple à son enfant. Et malheureusement, la majorité des hommes violents que nous voyons, même que nous rencontrons au sein de l'ONG, ce sont des personnes qui ont grandi dans des foyers violents. Tout à fait. Donc ça veut dire que le monsieur reproduit ça parce qu'on dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Lui ici, il n'a reçu que de la violence comme modèle au niveau du foyer. Lui aussi plus tard, quand il sera chef de famille, c'est la même chose qu'il va reproduire. Et la fille qui a grandi dans ce foyer violent va normaliser la violence. Elle va dire que c'est normal parce que ma mère a subi ça, elle a supporté, donc moi aussi je vais supporter. Donc, deux normaux dans la violence. Donc c'est pour dire aux parents que si vous ne voulez pas partir même pour votre bien, faites-le pour le bien de vos enfants. Tout à fait. Il y a un monsieur qui se retrouve en prison aujourd'hui, il a grandi dans un foyer violent, il a été violent dans son foyer au point de tuer même, et aujourd'hui il est en prison. Tout à fait. Donc sortez, Ouais, les faits. sortez. Et c'est bien parce que du coup, tu nous emmènes même à notre prochain point parce que tu as mentionné les enfants. Les enfants, ouais. Et là, on parle plus dans un contexte de conjoint, de couple marié, hein, parce que nous, on parle d'un couple qui On parle pas des célibataires. Voilà. Il faut dire. hein. Bon, ils peuvent même ne pas être mariés légalement, mais Non, ils dans le même vivent, foyer. voilà, Dans le foyer, exactement. foyer, Ok. avec des enfants dans le Concubinage, foyer. avec- On parle pas Que des ça gens, soit on parle pas des gens comme des enfants. émeraude. Voilà. Que ça soit des enfants en commun Mhm, ou les enfants que chacun a emmenés de son passé, mhm. quel est l'impact sur les enfants à moyen et à long terme, sur les adultes qui peuvent éventuellement devenir par la suite? Ce sont des enfants, ce seront des adultes brisés qui auront un manque de confiance en eux. Mhm. Ce seront des adultes qui seront remplis de colère, Mhm.
et qui vont vouloir manifester cela à travers la violence En reproduisant le schéma. en reproduisant le schéma parce qu'ils ont des blessures qu'ils ont traînées durant toute l'enfance qui n'ont pas pu être guéries, qui n'ont pas pu être soignées. Et moi, je dis souvent que les enfants qui sont dans un cycle de violence, c'est important de les emmener consulter un psychologue. Déjà, même la femme qui est victime de violence doit se faire suivre, mais les enfants également doivent aller. Et il faut beaucoup discuter avec les enfants pour dire que ce que j'ai vécu, c'est pas ce qui est normalement un foyer. Et ne te dis pas que parce que moi j'ai vu un monsieur violent, que toi aussi tu seras dans un foyer violent, bien que toi aussi tu seras violent envers ta femme. Et la violence, elle n'est pas bonne. En fait, il faut vraiment discuter, passer du temps à discuter avec ses enfants et également les emmener consulter un psychologue, c'est important. Ouais, c'est vrai. Moi, Parce que sinon, il y en a même des fois, il y a des filles qu'on voit qui ont des comportements très volages. Elles ont du mal à se fixer en relation, elles ont du mal à être stables. Et il y a des jeunes garçons aussi qu'on voit des fois qui s'adonnent à des drogues et à de la boisson. Parce que des fois, chez eux, ils vivent la violence. Donc, des fois, chez eux, ils sont victimes de violence parce que ce sont des victimes, exactement. Et malheureusement, des fois, les parents ont du mal à comprendre que des fois, ce sont des cris d'alarme que les enfants lancent à l'endroit de leurs parents. Et donc, oui, c'est néfaste pour nos enfants, malheureusement. Moi, je dis, moi, il y a une pratique, permettez-moi, il y a une pratique, moi, j'ai vécu avec mes parents, c'était que on ne savait jamais à quel moment est-ce qu'ils étaient en désaccord. Parce que si jamais ils étaient en désaccord, ils s'enfermaient dans leur chambre et ils réglaient leurs soucis. S'il y avait des violences là-bas, je ne sais pas, peut-être que la chambre était très insonorisée, on n'entendait rien. On n'entendait rien et du coup, nous, on n'a pas grandi. Et ça, c'est important justement. Et on n'a pas grandi avec ça. Je ne sais pas, une fois, j'étais en désaccord avec ma femme et puis, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. C'était quoi, tu vas me taper. C'était un truc comme ça. J'ai dit, et puis moi, j'étais choqué. J'ai dit, quoi? Tu tapé comment? Tu as quel problème? J'ai dit, moi, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais vu mon père taper ma mère. Donc, ça commence à me traverser l'esprit que je vais te taper. Non, ça n'a rien à voir, il y a un souci, on s'assoit, on en discute et puis on trouve une solution. Donc je pense que les parents aujourd'hui, même quand ils ont des désaccords, ils règlent tout devant les enfants. Parfois ils prennent même les enfants à témoin. Malheureusement. Il y en a des fois qui manipulent les enfants. Qui va dire à ton père, va dire à ta mère. Et l'enfant rentre dans cet engrenage, il a du mal à dire non, il a du mal. Exactement. L'enfant se retrouve au milieu et ça, c'est pas du tout. Ça, c'est pas du tout bon. Vraiment, Donc, je parle de la responsabilité parentale aussi. C'est pas du tout bon. Il faut protéger vos enfants. Protégeons nos enfants. C'est pas anodin, une claque, voilà. Le papa qui donne une claque à la maman. Mais lui, il voit que c'est normal. Parce que les parents reproduisent ce que nous, les enfants reproduisent ce que nous, les parents, bien sûr, on fait. Je suis particulièrement touchée par le point parce que moi, à mon niveau, j'ai grandi dans on va dire un foyer assez violent. Ça, je me permets de le dire. Et c'était pas une violence. C'était pas une violence totalement physique, mais elle était plus psychologique. Et je pense que c'est celle-là même qui brise, vraiment. Parce que vous pouvez la subir pendant des années. Et surtout quand c'est déjà normalisé, vous grandissez avec. Et si bien que je pense que je n'avais pas, en tant qu'adolescente, je n'avais pas confiance. Parce que j'ai grandi dans une atmosphère où on m'insultait en permanence. Voilà. Donc, ça a impacté sur la femme que je suis. Et il m'a fallu du temps. Et l'affaire des bagarres, là, j'étais très bagarreuse. Hein. Petit truc, automatiquement, j'ai besoin de me défouler, de m'énerver. Oui. Oui, avec le temps, je me suis dit, je veux rompre avec ce cycle-là. Je veux en finir avec, parce qu'au fond de moi, à beau me défouler, m'énerver, je me sentais brisée à chaque fois. Oh là là. Quand tu rentres, ne commence pas là-dedans. Quand tu rentres, au fond, tu sens que, en fait, c'est pas toi, c'est juste une réponse défensive parce que tu as toujours subi ça. Donc, c'est bien que même quand c'est un ami, une personne qui vient, automatiquement, tu te défoules. Tu n'as pas pu le faire avec ton père, mais tu le fais un mécanisme d'autodéfense. Exactement. Et ça te rend, tu deviens à ce moment-là cette personne violente. Oh, mais non, c'est toi qui exerces maintenant la violence. Parce que ça vient un ami qui te fait un reproche automatiquement. Ah oui, le gifle. Oui.
quand même. Tu vois, on t'a fait ça de la naissance. Juste ça. Je dis, je vais pas voir. Je vais pas voir. Aujourd'hui, tu veux manifester ce que tu n'as pas pu faire. Voilà. Même dans la relation, tu opposes un comportement que tu aurais voulu peut-être que ta mère puisse avoir ou bien voilà. Et parfois ça fausse les codes parce que face à toi c'est pas ton père. Exactement. C'est une personne qui vient avec son comportement et que vous pouvez arranger d'une autre manière. Tu n'aimes pas les shorts, non? Ça là on va mettre dans le short. Déjà. Mais justement, Emeraude, tu fais bien d'indiquer ça parce que ça nous, petit à petit, ça nous amène vers le prochain point, celui de l'entourage, de la famille. Ida, dis-nous, toi, est-ce que tu as eu des témoignages aussi? Je vais toujours revenir sur ça. Parce que toi, tu es au quotidien au contact de ces femmes-là. Est-ce que tu as eu des témoignages justement où des femmes étaient, où des gens ont été violents parce que justement, il y a eu cet aspect famille, entourage-là qui a fait que ils étaient justement en train de reproduire ce qu'ils voient. Ok, tu peux reprendre un peu? Je disais, d'accord, la coach t'a perturbé. Donc j'étais en train de dire que en termes de conséquences ou d'impact que l'entourage ou bien la famille peut avoir sur l'individu, l'éducation, est-ce que toi tu as eu des témoignages dans ce sens? Les gens qui viennent de foyers violents. Oui. Et est-ce que, par exemple, parmi les victimes, il y en a qui t'ont dit que non. Dont le mari peut-être a grandi dans un foyer. Oui, non, j'ai eu beaucoup de cas. Les cas où les hommes étaient extrêmement violents et voire dangereux. C'est même des personnes qui ont été condamnées, ils ont fait de la prison parce que on craignait pour la vie de ces femmes-là. Ce sont des personnes qui ont grandi dans des foyers violents. Et ils étaient encore beaucoup plus violents que ne l'était leur père. Et quand tu écoutes les témoignages, on te dit, lui, il a toujours combattu son père parce que son père battait sa mère. Mais comment donc toi, tu vas reproduire? Exactement. C'est parce que c'est le petit enfant, en fait. Il est là avec ses blessures, il est là. Voilà pourquoi dans le rapport que nous avons fait sur les violences faites aux femmes de l'année 2024, nous avons fait une proposition comme recommandation, afin qu'il y ait des suivis psychologiques de ces hommes-là. Parce que des fois, ce sont des hommes blessés. Ce sont des hommes qui sont mal en point, mal dans leur corps, mal dans leur âme, et qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin d'un suivi psychologique. Et ce serait bien que lorsque, par exemple, les tribunaux condamnent, par exemple, également un suivi psychologique, parce que nous, on a eu un cas où, en plus de la peine qu'il ait coupé, on a dit que quand il sort, il faut qu'il se fasse suivre. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà. Il faut également que les... Je ne sais pas comment ils vont trouver le mécanisme, que les magistrats puissent être regardants, se rassurer que la personne a vraiment suivi, a vraiment fait ce suivi psychologique-là, au risque de repartir en prison. Oui. Parce qu'en fait, c'est pour son bien. Parce que si on ne... Oui, de récidiver, exactement. Parce que s'il ne se fait pas traiter, la vérité, c'est qu'il est malade et il a besoin de se faire traiter. Et s'il ne se fait pas traiter, il va récidiver. Et malheureusement, nous avons eu des cas où la personne a récidivé au point de tuer quelqu'un. Alors que cette personne avait même été condamnée pour un suivi psychologique. Donc, c'est important. Les gens peut-être vont négliger ça. La psychologie, chez nous, on a l'impression que c'est pour ceux qui sont fous, des malades mentaux, mais non. Et comme je le dis souvent... Mais justement, parce que dans ces cas de meurtre, il y a aussi beaucoup de psychopathes, des personnes dont dans le cas est pathologique ou clinique, qui sont dans le même lot. Donc, quand il n'y a pas d'accompagnement au sortir, de suivi, tout à fait normal que rejeté dans la nature, il reproduit. Exactement. Est-ce que toi, tu as un témoignage? Non, mais il y a des choses qu'on voit parce que quand on parle d'entourage, de famille, il y a l'éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, mais il y a aussi dans la situation actuelle, c'est-à-dire du couple qui vit cette violence-là. Comment la famille et l'entourage de la victime le vivent? Est-ce qu'ils ignorent totalement parfois le cas? Peut-être que la personne, quand il y a le bleu, attend que le bleu parte. Est-ce qu'ils ignorent volontairement ou involontairement? Il y en a qui ont le fond de terre. On va aller rendre visite à la famille, on veut passer à la maison. Non, je suis pas à la maison, on trouve des motifs.
Ok. En fait, il y en a qui ignorent parce que la dame fait tout pour cacher. Et ça, c'est celle-là qui est dans une vie d'apparence. Elle a Une vie de paraître. une vie d'apparence, je veux dire une vie d'apparence. Elle a une apparence de sa famille, de son foyer qu'elle donne et les gens n'aimeraient pas qu'ils puissent découvrir la réalité qu'elle vit. Donc, elle va prendre le fond de teint, elle va se couvrir et tout ça. Elle ne veut pas gâcher le tableau, quoi. Donc, voilà, elle ne veut pas gâcher le tableau. Voilà, elle a peur du regard des gens, du qu'en dira-t-on. Et donc, elle va tout faire pour cacher. Il y en a qui le disent à leur famille, mais c'est la famille même qui va lui dire que moi, j'ai subi ça. Qui minimise l'impact. En fait, c'est ça. Il y a des familles qui vont dire que moi, j'ai subi ça. Tu vas pas mourir. Mais Flore, tu es incroyable parce que... À chaque fois, elle nous amène vers les C'est son domaine. Elle écrit dessus. À chaque fois, respect, c'est bon. Plaisir. Donc, on sent que le coach a fait un bon travail. D'ailleurs, comment ça s'appelle encore? Je sais que tu as un coach, tu as une assistante, tu as quelqu'un qui t'accompagne. Ok, elle s'appelle Sharon. Donc, gros big up à toi, Sharon. Tu fais un bon boulot en tout cas. Vraiment, on a vu ça. On a vécu ça. On parlait donc de comment ça se passe, comment la famille le vit. Et il y a l'aspect où, étonnamment, plutôt que de prendre la défense, entre guillemets, de leur fille, ils prennent pratiquement la défense du mari. Du mari, exactement. Aussi parce que chez nous, culturellement, il y a des choses qui expliquent ce genre de comportement. Puis, il y a les pesanteurs culturels. Il y en a qui disent que la bonne femme, c'est celle qui supporte, qui ne parle pas. Et souvent, même, c'est traduit, même lors du mariage coutumier, hein, c'est dit, en fait, on le dit ouvertement pendant le mariage coutumier. On te donne le panier, on te dit que le panier est percé, tu prends tout, tu mets là-bas. Ça veut dire que peu importe ce que tu subis, peu importe ce que tu vis, tu dois supporter, tu ne dois rien dire. Mais on te donne comme une personne ressource. En général, que bon, s'il y a un problème, il n'y a que lui, il y a que la personne là qui peut tenir ton mari. Exactement. On fait ça, mais quand la personne ressource, mais des fois la personne ressource est impuissante. Oui. Des fois le bourreau, le monsieur n'écoute personne. Voilà. Pire encore quand c'est quelqu'un de nanti. Il y en a qui pensent que les femmes qui sont majoritairement victimes de violences, c'est celles-là qui sont dans les quartiers populaires, mais non. Ce sont celles-là qui sont dans les... À la Conda, il y a la violence. Dans la Sablière, il y a la violence. Et donc, quelqu'un comme ça qui est dans une prison dorée, parce que c'est comme ça que j'appelle ça, elle aura du mal à aller dire aux gens. Et même quand elle va dire, on va dire que mais supporte, regarde tout ce que tu vas perdre tous ces avantages-là. Vraiment, il faut supporter. Tu sais, nous tous, nous sommes passés par là. Il y en a même qui vont dire, faut prier pour lui. J'aimerais aussi préciser que la personne violente est souvent un peu pervers narcissique. Elle a cette attitude-là de masquer auprès de ses parents parfois. C'est-à-dire que quand il est adorable en public. Oui, exactement. On ne peut pas s'imaginer que le gars est violent. Trahir justement. On va dire non, c'est pas le gars là, non. C'est sûr que tu as fait quelque chose. Parce que celui qu'on connaît là, non, il peut pas réagir comme ça. C'est sûr que tu n'as rien fait. Exactement. Mais parce que c'est un manipulateur, il sait en fait ce qu'il fait. Auprès de, c'est toujours le gars là sympa qui sépare des bagarres dehors. Il y a un propre sur lui, tu peux. Qui résonne, hein, mais il vous résonne. Moi, j'aimerais dire quelque chose aux parents, que depuis 2023, fin 2023 jusqu'à ce jour, on constate beaucoup de féminicides en nette augmentation dans notre pays. Lorsqu'une de vos filles vient se plaindre de violences conjugales, ne négligez pas. Parce que la majorité des femmes qui ont été tuées, au départ, le monsieur n'a pas dit, bon, je décide de tuer ma femme ou bien je décide de tuer celle avec qui je suis. Non. C'est que tellement la colère a été banale, tellement la violence a été banalisée, que pour lui, il pense qu'il peut tout se permettre. Et malheureusement, dans un effet de colère, un coup de couteau ou je ne sais pas quoi est parti et malheureusement la femme décède. Donc normalement en 2025, on ne doit plus minimiser les violences à l'égard des femmes. On ne doit plus négliger parce que c'est une question de vie ou de mort. Ah, ça c'est très bien, merci beaucoup pour ce rappel. Moi je veux aussi m'adresser aux femmes. Et là, c'est généralement, on voit sur les réseaux, vous savez, moi je regarde toujours. Parce que vous aussi, avec votre histoire de je préfère aller pleurer dans une chambre à Dubaï que de pleurer à Bikele dans le noir. Mais vous-même aussi, vous êtes... lu dans ma pensée. Mais oui, mais vous-même aussi, vous êtes responsable. Oui. Vous-même aussi, vous êtes responsable. Il y a des femmes qui estiment, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, et ça c'est... Ma sœur... Aucune femme n'est responsable des violences. Non, je n'ai pas dit que toutes les femmes sont responsables des violences. Je dis, il y en a qui restent dans ces violences-là
parce qu'aussi elles sont dans les foyers alimentaires. Il faut aussi le dire. Justement, on ne meurt pas Il y a des foyers, de faim. il y a des foyers alimentaires. Et là, je dis bonsoir à ma sœur Ada, Ada, voilà, avec qui j'ai souvent des débats houleux sur Facebook. Et c'est avec elle que je parlais justement des foyers alimentaires. Il y a des femmes, même peu importe ce qu'elle subit, mais comme on lui a acheté le Range Rover, comme elle doit aller faire les courses à Dubaï, comme elle doit acheter la péruvienne de 300 000, elle supporte, elle ne part pas dénoncer. Et là, ce n'est pas la famille, hein. Ce n'est pas la famille qui lui a dit non, même si ton gars te tape, il faut supporter. Ce n'est pas les amis qui lui ont dit que non, moi aussi mon gars me tape, ne t'inquiète pas, je n'ai pas seul dedans. Non, c'est elle-même, la soif d'argent. Ça, c'est la vie d'apparence. C'est la soif d'argent, la vie du paraître qui fait qu'elle supporte les gifles, les coups de pied, parce qu'elle sait que demain, elle va aller pleurer en Turquie. Donc ça aussi, il faut le relever. On ne meurt pas de faim. C'est ça, les foyers alimentaires. Et il y a beaucoup de femmes dans les qui sont dans les foyers alimentaires. Ça, il faut dire ça. Et lorsque tu parles de foyers alimentaires, j'aimerais rebondir sur quelque chose, l'autonomisation financière des femmes. Il y en a qui disent que non, si je pars, qu'est-ce que je vais devenir avec les enfants, je vais manger quoi, regarde tout ce que j'ai. La question que je dis souvent, et s'il meurt, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu vas mourir parce qu'il est décédé? Non, tu vas te battre, tu vas t'en sortir, tu vas chercher à faire quelque chose de ta vie. Donc, autant mieux faire quelque chose de ta vie pour être un meilleur exemple pour nos enfants. Parce que moi, je dis, pour une femme qui a été victime de violence ou qui a été dans un foyer toxique ou un foyer violent, le meilleur exemple qu'on puisse donner à son enfant, c'est celle d'être une femme battante, qui a su se relever malgré ses blessures. Pas battante d'Akanda. Bon, moi, je connais pas les battantes d'Akanda, mais qui a su se relever, qui a su reprendre sa vie en main et qui devient modèle pour ses enfants. Comme vous dites, arrêtez le mariage alimentaire parce que des fois même, ce sont des personnes qui ne sont même pas mariées légalement. Et lorsque le monsieur décède, elle se retrouve à la rue, spoliée. Et elle n'a pas prévu d'après. Chercher à faire quelque chose. L'autonomisation financière des femmes, c'est important. Il y en a qui pensent que c'est juste un effet de mode. Mais je veux dire quoi? Même si c'est tressé, tu peux commencer à tresser devant chez toi. Tu mets la pancarte, tu dis tresse des élèves ou je ne sais pas, tresse à domicile. Tu peux faire des glaces, tu peux faire des sandwichs. Fais quelque chose de ta vie. Tu peux aller déposer le dossier chez Ida pour tourner les briques. Tourner le béton. Mais c'est tout ça. C'est tout ça. Mais en fait, chercher, moi je dis, par expérience, quand la femme travaille, peu importe le montant qu'elle gagne, quand elle ramène quand même quelque chose à la maison, elle est plus respectée que celle-là qui ne fait rien. Il y a quelqu'un qui disait que nous nos grands-mères, c'était pas des femmes au foyer. C'est les colons qui nous ont... Non, c'était pas des femmes de salon. Parce que maintenant, ce sont des femmes de salon, elles ont juste la télécommande pour Novelas. C'était des femmes qui contribuaient à la vie du foyer. Ça veut dire que le monsieur, le grand-père, lui, partait faire la chasse. Il venait débrousser et abattre. Et la femme, elle venait planter, elle sarclait et elle récoltait. Ça veut dire que la femme a toujours été active. La femme africaine, la femme gabonaise a toujours été active et elle a toujours contribué à la vie du foyer. Maintenant, les colons nous ont dit que non, la place de la femme, c'est à la cuisine, donc elle doit attendre et elle prend la télécommande. Non, cherche à faire quelque chose de tes deux mains. Mais les deux mains là, avec les permanents, les gels permanents, ils vont faire quoi? Le même colon aussi nous a fait ça. En fait, là, c'est aussi certaines personnes qui deviennent naturellement oisives. Parce que ce même colon aussi est venu encore... Ce même colon est aussi venu... Ce même colon est aussi venu nous dire que il y a déjà une sorte d'émancipation de la femme, mais certaines ne veulent pas. Pour elles, l'émancipation, c'est une égalité un peu perverse, genre je suis l'égal de mon homme. Non, pas dans ce sens-là. C'est dans le côté autonome. En fait, moi je trouve que, et je le dis souvent, il y en a qui ont mal compris le concept d'émancipation. Voilà. L'émancipation de la femme, c'est le droit à la scolarité, le droit au vote, le droit au travail, le droit à un salaire équitable. En fait, c'est ça l'émancipation de la femme. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est là où elles n'ont pas compris. C'est là où elles n'ont pas compris, en fait. Oisive, installée, c'est faire quelque chose, c'est que la femme puisse contribuer activement à la vie de la société. C'était de ça dont il était question. Mais maintenant, il y en a qui prennent genre, si tu es dans un foyer où tu deviens l'adversaire de ton mari, vous ne pouvez pas être
deux adversaires dans la même maison, sinon ça va exploser. Et moi je dis, dans un foyer, lorsque une personne lève le ton, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se calme. Voilà. Et dès que l'autre s'est calmé, maintenant tu viens, tu dis, ah chérie, tu sais que tout à l'heure, la façon dont tu as réagi, en fait, voici ce que je voulais dire, toi tu as mal compris, ou bien ce que tu as dit là, moi je n'ai pas apprécié. Mais tu ne fais pas ça pendant qu'il est encore en colère, sinon c'est l'explosion. En fait, ce sont ces conseils-là aussi qu'il faut donner aux femmes. Et lorsque nous faisons souvent des conférences, nous parlons souvent de ça. Parce qu'il y en a des fois qui disent que non, pourquoi il fait sinon? Il faut savoir, moi je dis en fait, la femme, elle peut... On dit ce que femme veut, Dieu veut. Quand il se prend pour qui? Parce que si elle a la manière, elle saura comment faire revenir son homme. Mais maintenant, il y a des foyers aussi où il n'y a pas de communication. Le foyer où il n'y a pas de communication, c'est là où la violence s'est déjà installée. Il y a un dominant et un dominé. Ma chérie, cherche de l'aide. Est-ce que, justement, parce que moi, ça me fait penser à une chose. Quand tu rencontres une femme, et que tu sais déjà, par exemple, toi, quel est ton tempérament. Tu vois? Si tu sais que tu es une personne déjà qui a la tête qui chauffe vite, tu vois? Tu rencontres la go, tu vois les premiers signes avant qu'on on dirait aussi sa tête chauffe vite. Et que par conséquent, ça va emmener, parce que comme tu dis, pour le feu, il faut de la glace. Tu vois? Si on n'a pas si le feu est alimenté par le feu. Mais pourquoi ne pas travailler sur soi? Si tu sais déjà que toi, tu as un tempérament, tu es très colérique, tu t'emportes rapidement, pourquoi ne pas travailler aussi sur toi? Non, ça n'empêche pas ça que tu puisses travailler sur toi. Mais est-ce que c'est pas plus simple de travailler sur toi avec une personne qui t'apaise plutôt qu'une personne... Mais non, tu ne travailles pas sur toi avec la personne qui est en face de toi. Oui. Tu vas voir un psy, tu dis bon, moi voici... En fait, c'est ça. Les gens n'ont pas trop... des personnes qui vont... redéclenche. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas faire ce travail-là, par exemple. Maintenant, si vous n'êtes pas compatible. Avant de retomber dans une relation. Parce que moi, je suis quelqu'un qui pense réellement qu'il faut prendre le temps. Exactement. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui font un peu comme les singes. C'est-à-dire, ils vont de branche en branche. Au lieu de d'abord atterrir au sol. Ouais. Régler tes problèmes, en tout cas le plus possible, hein, parce qu'on ne pourra pas forcément se guérir à 100%. Mais au moins, quand même, essayer d'analyser. Parce que dans une relation, quelle qu'elle soit, on a forcément eu des torts, même si c'est de façon minoritaire. Se remettre en question, se prendre le temps. C'est pas travailler sur soi. Que tu vas te remettre immédiatement dans une relation à long terme. Moi, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il faut vraiment prendre ce temps. Est-ce que les femmes même se remettent en question? Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est une question que je pose Oui, il y en a. Moi, j'appelle ça faire... Il y en a combien? J'appelle ça faire son deuil. En fait, c'est un peu comme le cycle du deuil. Dans le schéma de la résilience, sur le chemin de la résilience, il y a ce qu'on appelle le cycle, la période de deuil. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de travailler sur soi, reconnaître d'abord, accepter tes émotions, tout ce que tu vis, vraiment prendre le temps de travailler d'abord sur toi avant de te remettre en couple. Sinon, tu vas aller avec toutes les blessures que l'autre t'a infligées. Tu vas transmettre ça sur le nouveau compagnon ou le nouveau conjoint. Et là, forcément, lui, il va se sentir tout le temps sur la défensive. Et après, ça va même pas tenir. Alors que le gars, peut-être, c'est un gars bien. Mais parce que toi, tu as pris les blessures de ton ancienne relation, tu es venu transposer ça sur la nouvelle. Moi, je dis, il faut prendre le temps de travailler sur soi. De passer toutes ces étapes, parce qu'il y a plusieurs étapes, et je parle de toutes ces étapes dans ce livre de victimisation. Et donc, une fois que tu as passé toutes ces étapes et que tu es déjà au niveau de la résilience, à ce moment-là, tu peux décider de te remettre en couple, de te remettre avec quelqu'un. Parce que sinon, ce sera... Justement, tout à fait, parce que c'est ça, parce qu'en fait, au final... Tu as beaucoup de personnes, et ça c'est homme ou femme, hein, qui se retrouvent en fait à jouer des docteurs pour des plaies qu'ils n'ont pas infligées. Mais quand vous engagez la relation, à peine une planète que vous êtes déjà avec vous. Exactement. À quel moment vous faites c'est ça. Ça c'est pour les gens. Et donc la personne paye, tu payes des choses dont tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable, exactement. Et tu te sens réellement... et c'est là où je dis aussi, c'est important la communication, parce que si par exemple l'autre fait quelque chose ou a une attitude, un comportement qui te fait penser à quelque chose que tu as déjà vécu, il faut lui dire que non, ça me fait penser à ce que j'ai vécu tel ou tel, et voici la réaction que ça me
me fait faire ou machin. Donc, vraiment, s'il te plaît, en fait, vous discutez. Et ensemble, vous allez trouver une meilleure approche. Comment esquiver, comment passer ça. En fait, tout ça, c'est dans le processus de résilience. Et c'est vraiment important parce que sinon, ce sera compliqué. D'accord. Prochain point, Diego. Donc, normalement, là, elle disait justement que... Parce que quand on est attaché à son passé, quand on amène les blessures, et le bagage, le poids de ce qu'on a vécu dans une nouvelle relation, ça veut dire qu'on est toujours enfermé quelque part. Et donc, on est dans une forme de prison mentale. Ça veut aussi dire qu'on n'a pas tourné la page. On n'a pas tourné la page, exactement. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on est dans une forme de prison mentale. Et ça, c'est le point justement qu'on va évoquer. Je discutais encore avec Ida en off. On parlait de prison mentale. De prison mentale. Voilà, et toi, tu nous disais que tu avais déjà aussi évoqué la question dans ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, la prison mentale, c'est plus dans le cycle de violence, où la personne se dit que... Ok, en fait, où il y a d'abord la tension, la crise, la justification, et ensuite la lune de miel. Et donc, je crois, définir un peu les différentes phases de ce cycle-là, de cette prison dans laquelle on se trouve. La première phase, c'est la tension. Durant cette première phase, l'agresseur commence à exercer une pression accrue sur la victime, résultant en une accumulation de tension. Il est crucial de souligner qu'à ce stade, l'agresseur emploie déjà de la violence comme un outil de contrôle et d'isolement de la victime. Ce processus est généralement progressif et insidieux. Un acte violent peut parfois sembler normal lorsqu'il est extrait du contexte de la relation de domination, ce qui peut ne pas alerter la victime immédiatement. Cette phase peut être vue comme une préparation des fondations de la domination par l'agresseur où un système de contrôle est progressivement instauré. Ensuite, nous avons la phase de crise. La phase de crise se déclenche lorsque le niveau de tension atteint son apogée, débouchant sur un moment d'explosion de violence. Il est important de noter que cette explosion n'est pas toujours évidente, particulièrement lorsque le cycle de violence n'est pas encore à son stade le plus intense. À ce stade, l'agresseur prend le contrôle total de la situation et a recours à la violence. La victime, quant à elle, tente de gérer la crise du mieux qu'elle peut. La troisième phase, c'est la phase de justification. La phase de justification est celle où l'agresseur cherche à minimiser les violences et à rejeter la responsabilité sur la victime. Il tente de justifier ses attentes en blâmant la victime pour ce qui s'est passé. Et enfin, nous avons la phase lune de miel. C'est celle-là que plusieurs personnes aiment, celle qui veut aller pleurer à Dubaï. C'est la phase lune de miel. La phase de lune de miel suit généralement la justification, comme son nom l'indique. C'est une période de calme relatif où l'agresseur tente de reconquérir la victime en rappelant les bons moments de leur relation, créant ainsi un sentiment de confiance et de sécurité. L'agresseur tente alors de séduire à nouveau la victime et lui fait des promesses de changement. La victime, désirant croire en ces promesses, donne une nouvelle chance à la relation. Et là, la personne se trouve déjà dans une prison, dans un cycle de violence. Et c'est souvent difficile à détecter, surtout lorsque les crises sont espacées. Mais avec le temps, elle se rapproche, et elle s'accentue. Exactement. Si, en dehors de ce cycle-là, est-ce que si la personne, la victime n'est pas traitée, elle peut mener cette prison même au-delà de la relation, c'est-à-dire même après la rupture? Est-ce qu'elle va continuer à avoir sur elle cette impression-là de ne plus pouvoir devenir, changer, se manifester? C'est pour ça que je dis qu'il est important que les personnes se fassent suivre, parce que elle a fini par croire qu'elle est ce qu'on lui a dit. Et moi, je dis souvent aux femmes, vous n'êtes pas ce qu'on dit que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et Dieu dit que vous êtes une créature si merveilleuse. Et donc, si elle ne se fait pas suivre, malheureusement, elle va rester dans cette prison mentale où elle se dit qu'elle ne vaut rien et elle ne peut rien. Et il y en a même qui disent souvent... Non, pardon. Il y en a même qui disent souvent que non, mais il a gâché ma vie, il a détruit ma vie. Moi, je dis souvent aux femmes que peu importe l'âge que vous avez, peu importe le temps que vous avez passé dans cette relation toxique. Moi, j'aime souvent dire qu'avec Dieu, on n'est jamais en retard. Et le slogan de l'ONG Aurore, c'est encore possible. Donc, peu importe ce par quoi vous êtes passé,
C'est encore possible. C'est possible de pouvoir vous relever, c'est possible de pouvoir vous reconstruire, c'est possible de donner une nouvelle orientation à votre vie. J'en suis la preuve vivante. C'est super. Clairement. C'est super. C'est Vraiment un super. exemple Non, mais en chair et en os. voilà, donc Exact. voilà, comme vous pouvez le constater, un cher spectateur, voilà, donc Ida Flore Marundu, c'est un exemple à suivre. Elle parle avec le cœur et je suis sûr qu'elle parle également de son vécu. Donc naturellement, c'est des paroles d'évangile, c'est des paroles qu'on boit, hein. Et voilà, Effectivement. comme une bière, comme un bon jus. Je pense que tout le monde gagnerait à acheter son livre, voilà, des victimisations, voilà, qui est disponible. À la librairie Le Paraclet au Charbonnage. Et là-dedans, on parle de dévictimisation, comment développer de la résilience, et on parle des différentes étapes par lesquelles la personne va passer. D'accord. Je vais juste citer les étapes. Tu vas citer les étapes et ensuite on va aller avec le mot de fin. Où tu vas Ok. donner un peu. Je pense que Donc, ça même ce les sera conseils. d'abord la révolte. Mhm. Pourquoi? Comment j'ai pu tolérer qu'une chose pareille m'arrive et tout? Si vous êtes déjà à cette phase-là, c'est bon. Ça veut dire que vous avez déjà enclenché le processus de résilience. Et ensuite, elle a déjà commencé à être impoli, Il y a- c'est ça? Non, en fait, ça, c'est après la relation. Quand elle est déjà partie Ok. et qu'elle est maintenant en train de travailler sur elle. Et D'accord. puis, elle a toutes ces phases-là qui vont passer. Il y a d'abord la révolte, ensuite, il y a le déni. Et ensuite, il y a le défi. Et ensuite, développer de la communication, prendre des initiatives relationnelles, ne pas céder à la culpabilité, gérer son stress, nouer des liens avec ceux qui ont vécu des difficultés semblables. En fait, ce sont des pistes de solutions. Là, je donne juste les titres. Hein. La gestion du changement pour l'acceptation de la situation. En fait, c'est des titres juste que je donne, des clés, les personnes qui sont développées à l'intérieur du livre. Exactement. Si vous voulez plus en savoir, Achetez 10 le 000. livre. Alors, De Vous prenez un victimisation. peu l'argent du vin, là, vous mettez de côté. tout à fait. Juste Voilà. un dernier point que je voulais voir, parce que ce qui nous a donné envie de faire cette émission plus tôt, parce qu'on en avait parlé. C'est une au départ. spéciale, hein, il faut Exactement. préciser. C'est les derniers faits divers très tristes, dramatiques, horribles, qui ont vu deux compatriotes perdre la vie aux mains Le même de jour. Hein. personnes Bonjour, oui. qu'elles C'était le même jour, aimaient. hein. Oui. Donc d'hommes. Exact. Et qui les aimait aussi, Voilà. certainement. Quel regard tu as sur ces deux cas spécifiques avant qu'on ne se quitte? Bon, malheureusement, moi je dis le féminicide, c'est le cas extrême des violences faites aux femmes. Donc, quand quelqu'un néglige la violence, elle doit savoir que ça peut déboucher à un féminicide. C'est déplorable, c'est dommage parce que il y a une qui avait déjà crié à l'aide, qui était déjà partie du foyer. Oui. C'est Solange, elle était déjà partie du foyer. Elle laisse malheureusement 7 gosses, je crois, derrière elle. Oh là là. Elle avait déjà fui pour demander de l'aide. Le monsieur l'a filée pour la tuer en plein Rio. Oh là là. Il a suivi de son boulot et tout ça. En fait, c'est déplorable parce que on n'a pas besoin d'en arriver là. Moi, je dis aux femmes que lorsque vous êtes dans un foyer violent, sortez pour sauver votre vie. En fait, c'est une question de vie ou de mort. Si vous ne sortez pas, c'est mieux d'être une femme divorcée que En d'être pleine une forme. défunte. En pleine forme, Ouais. Que d'être une défunte. Les enfants auront une mère divorcée ou une mère qui n'a pas de conjoint. Au moins, elle est en vie. Au lieu que ce soit les orphelins parce qu'elle a voulu rester soi-disant pour les enfants. Et malheureusement, elle en est décédée à la suite de tout cela. C'est déplorable. C'est vraiment... comment dire? C'est vraiment dommage que nos politiques publiques aient baissé le degré de sensibilisation, le niveau qu'on avait déjà d'intensité au niveau des sensibilisations contre les violences faites aux femmes. C'est dommage que ça ait baissé. J'espère que avec tous ces faits divers là que nous avons, qui ont marqué un peu l'actualité en début d'année, ils vont reprendre le flambeau et maximiser sur les sensibilisations contre les violences faites aux Qu'est-ce que femmes. tu attends de la justice face aux auteurs de ces féminicides? J'attends que la justice soit vraiment très stricte. Pour moi, c'est la peine maximale. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a vécu avec toi, avec qui tu as passé de bons moments, que tu as soi-disant aimé, que tu l'aimes jusqu'à la mort, que tu dises que... Malheureusement, même, il y a un monsieur qui a tué pour lui, en fait, il minimise ça, il dit que mais... elle est tombée, ou bien je l'ai tapée, elle est tombée, elle est décédée, mais
c'est pas de ma faute hein, si elle est morte. En fait, pour lui, c'est là que tu te rends compte de la gravité, de l'état psychologique de la personne, en fait. De l'auteur, ouais. Et pour moi, je me dis que les femmes n'ont pas besoin de rester dans ce foyer violent-là. Un foyer toxique ne peut rien t'apporter de bon, que ce soit à toi, que ce soit à tes enfants. Même si ça t'amène à Dubaï. Oui, parce qu'au final, il vaut mieux à la limite que les enfants vivent avec des parents séparés. Exactement. Plutôt que d'assister à malheureusement toutes sortes de drames à l'intérieur. Ouais, parce que ça traumatise. Et non seulement quand ça traumatise les enfants, les parents ne pensent jamais au traumatisme que ça cause aux enfants. Et on ne traite jamais les enfants du traumatisme qu'ils subissent. Ça fait qu'ils vont traîner ça même dans leur prochaine relation dans la vie de l'adulte. Donc pour les femmes qui sortent de ces foyers violents, pensez à emmener vos enfants voir un psychologue. Voir des psychologues, c'est important. On va faire un tour C'est de table important. pour le mot de fin. Moi, j'aimerais préciser au niveau de l'entourage. Ne soyez pas ceux qui assistent impuissamment ou bien à ce genre de violence. Si vous pouvez alerter, si vous pouvez faire être celui-là qui sort une femme d'une violence, une sœur, une amie, faites-le. Soyez des trahisseurs. Voilà, tout à fait. Voilà, la stat. Pour moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse user de sa force d'homme sur une femme. Après, j'ai envie de dire que des fois, on va peut-être se contenter des mots, mais on sait aussi que les mots blessent également. Donc, pour moi, très souvent, je me dis, va prendre de l'air, aère un peu et reviens. Mais il faut éviter le plus possible à prendre des êtres humains. Il y a des paroles qui nous dépassent, le coup de l'émotion, la colère, de l'émotion, etc. Je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que les mots aussi restent et les coups marquent également. C'est-à-dire que je pense que dans toute relation, au final, le respect est nécessaire à tout moment. Ouais. Donc je pense qu'à partir du moment où on pose les mains de façon violente sur la personne qu'on dit aimer, on ne peut pas respecter pour moi cette personne, selon moi. Voilà. Donc le respect avant tout, et il faut partir. Vraiment, il n'y a pas de bonne raison de rester dans ce genre de cas-là, que ça soit les enfants, que ça soit les investissements, parce que c'est aussi, les gens restent à cause d'investissements, de comptes joints, des maisons, etc. Il n'y a pas de bonne raison, parce qu'on voit justement que ça peut se finir de la pire des façons par la mort. Ok, d'accord. Alors, je voudrais dire quelque chose. Rajouter quelque chose en disant que... ok, j'ai un peu perdu, mais ça me revient. Voilà, je voulais dire aux femmes que il peut arriver qu'on fasse un mauvais choix de conjoint. Il y en a qui ont du mal à accepter ça, mais ça arrive. On peut se tromper de chemin. Alors qu'on veut se rendre à un endroit qu'on ne connaît pas, la personne peut prendre, au lieu de prendre la gauche, tu prends la droite. Ça peut arriver. Acceptez aussi que, même si vous trouvez que la personne a des traits de caractère que vous aimeriez, ou bien la personne est physiquement belle et que vous aimeriez, mais si vos comportements ne sont pas compatibles, ne forcez pas. Laissez. Il peut arriver qu'on se trompe de conjoint. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes trompé de conjoint, et la grandeur d'esprit de le reconnaître et de faire demi-tour. Tout à fait. Parce que lorsqu'on est avec le bon conjoint, il n'est pas violent. Le bon conjoint, c'est celui qui est compréhensif, qui nous accompagne, qui nous encourage. On peut avoir des différences d'idées, on discute. Il n'y a pas un dominant et un dominé. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours sur la même longueur d'onde, mais lorsqu'on n'est pas d'accord, il y a la discussion. Et on dit de la discussion, j'ai eu la lumière. Mais lorsque vous vous trompez de conjoint, peu importe son compte en banque, peu importe la voiture qui roule, et la décence de reconnaître que là, vous êtes trompé et vous changez. Sinon, malheureusement, ça va mal se terminer. Cette fois-ci, je ne prends pas le break. Sortez des prisons, même celles qui sont dorées. Cette fois-ci, je ne prends pas le break. Quand c'est pas bon, quand on vous tape, quittez de là-bas. Tout laisse. Ok, d'accord. Alors, chers web spectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre podcast préféré. Nous étions avec Ida Flore Marondo. Je rappelle que... On tient quand même. Voilà, on traîne quand même. Toast. Voilà.
la structure qui nous accueille. Voilà, bien sûr. Aujourd'hui, qui accueille Voilà. cette émission très Donc, spéciale et très importante. Un gros big up au Jomonia, voilà. Donc le Jomonia, c'est un hôtel bar-restaurant situé au bas de Guégué, juste après le lycée Baoma, précisément à l'institution Calazans. Voilà, c'est après l'institution Calazans. Ici au Jomonia, on a un restaurant, on a un bar-lunch, on a une piscine pour les enfants pour le week-end. On a des appartements meublés, donc si vous avez envie de passer un bon séjour, vous venez au Jomonia. Le numéro s'affiche également en bas. Vous pouvez appeler, c'est un cadre convivial qui nous accueille aujourd'hui. Et donc, on va rappeler que Dévictimisation est disponible à la librairie Le Paraclet au Charbonnage, en face de la station. Là, vous qui aimez boire dans les stations. Ah, donc, il faut l'acheter, c'est 10 000 seulement. Seulement. Voilà, donc je vais terminer par ces mots. Je rappelle que les violences dans le couple et surtout faites aux femmes, c'est un phénomène qui a marqué l'année 2025 avec les 2 féminicides qu'on a eus. Et je crois que les femmes, à travers l'ONG Aurore aussi et puis d'autres organisations, ont remis un plaidoyer contre les violences faites aux femmes au ministre de la Justice. Ce que nous voulons, c'est que les choses avancent dans le bon sens et que justement ce phénomène ne puisse plus exister. Donc, pour terminer, je dirais que les Massango, féminicide, c'est pas le contraire d'homicide. Donc, s'il vous plaît, faites attention. On se retrouve pour le prochain épisode de Mars à Vénus. On est toujours chez vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.